Dans le 4e épisode de L'éléphant dans la pièce, nous avons reçu l'historienne Olfa Ben Achour. Elle nous a parlé de sa thèse sur l'émigration des Juifs de Tunisie. À un certain moment, il y a eu des nouvelles pas très réjouissantes venant des familles qui ont émigré en Israël, qui disaient à leurs parents ici, à leurs familles qui sont restées en Tunisie, attention, ne venez pas, la vie est très très dure, et ce qu'on nous a promis n'a pas eu lieu. Ils commençaient à avoir une certaine résistance. Dans cet épisode, nous recevons Gérard Haddad, psychanalyste, essayiste. Vous savez, on avait ce qu'on appelait les shlichim. Les shlichim, c'était des envoyés d'Israël pour venir recruter des gens dans les pays arabes et en Tunisie. Tunisien de confession juive, il quitte la Tunisie pour Paris en 1962. Et à 45 ans, il plie bagage et part à Jérusalem, où il réside pendant 3 ans. Cette année, il publie L'éloge de la trahison, où il dit sa colère et son indignation de la politique israélienne à Gaza. Bonjour Gérard Haddad, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Sarah, et merci de m'avoir invité. Vous êtes né à Tunis en 1940. C'est une période assez spécifique de l'histoire des Tunisiens de confession juive, parce que 2 ans plus tard, il y aura les Allemands qui vont arriver en Tunisie et ils vont organiser des camps de travail obligatoires. Ils sont arrivés là en novembre 1942 et ils sont partis en mai 1943. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour faire leur plan. Vous avez des membres de la famille qui ont fait les camps de travail obligatoires? Mon père un peu, mais très peu. Très peu, mais bon. Il en parle ou pas? Il en parlait? C'est comme ça que je le sais. J'ai des souvenirs, moi, de cette période, curieusement. J'ai vu un jour défiler toute une bande de gens dépenaillés, etc. C'était des prisonniers allemands. Il ne faut pas oublier que la Tunisie a été le grand cimetière de l'Allemagne, avec Stalingrad. Il y a eu 120 000 morts allemands ici, et prisonniers. Je me souviens de bombardements aussi. Je me souviens qu'on avait creusé une espèce de fosse pas loin de la maison et on allait s'abriter là, genre abri anti machin. Et je me souviens aussi de l'arrivée des alliés, des pilotes et tout ça, qui venaient manger chez nous. Ma grand-mère et ma mère, etc., leur faisaient des couscous, etc. Et ils venaient. Souvent, ils revenaient chez nous. La soupe devait être bonne. Nous avons toujours habité au même endroit. Ça s'appelait rue Kléber, c'est-à-dire aujourd'hui rue du Koweït. Il y avait 2 immeubles, le nôtre, qui est d'ailleurs toujours là. J'y suis allé. Et les éliges qui sont sur les murs, elles sont toujours là. Elles sont d'excellente qualité. Je suis remonté les escaliers pour voir. Alors la porte de notre appartement existe toujours, mais l'appartement n'existe plus. C'est devenu un bureau de poste, c'est devenu une épicerie fine, ça change tout le temps. Et donc c'est ce 21 rue Kléber, aujourd'hui 21 Neige Koweït, où j'ai grandi. Nous vivions dans une grande promiscuité. C'était un petit 3 pièces de rien du tout. On était 10-15 personnes là-dedans. J'ai écrit un livre qui est passé sous les radars, qui s'appelle Monsieur Jean. Jean, c'est Jean Rostand. Et j'ai illustré dans ce livre mes souvenirs d'enfance de cette période. Il y a beaucoup de Tunisiens aujourd'hui qui se posent la question pourquoi les Juifs sont partis, on vivait dans une coexistence, etc. Quelle part de mythe il y a là-dedans et quelle part de vérité? Eh bien, il y a les deux. Alors, côté vérité, je ne peux pas oublier ce qui s'est passé pour nous. Notre immeuble, dans l'immeuble où nous habitions, le coin de l'immeuble, c'était une épicerie d'un Djerbien, d'une famille djerbienne. Mon père avait fait de très mauvaises affaires et nous étions dans une situation critique. Eh bien, nous allions chez Bouaïch, il s'appelait, à côté, là, c'est cette épicerie. Et je me souviens, il disait à ma mère, Madame Haddad, kholit hab. Et nous avons été, et même de l'argent. Il écrivait ça sur un bout de papier, craft, là, épouvantable. Pendant des mois, nous avons vécu au crochet de cet épicier. Jusqu'au moment où la situation s'est un peu éclaircie. J'ai le souvenir de ce Djerbien qui venait chez nous le samedi pour allumer la lumière ou pour l'éteindre. Est-ce qu'il y avait ce sentiment
d'insécurité à Lafayette Non, en aucun. tant que Tunisien de confession juive. Là, on parle des années, on va dire 50, 60, parce que beaucoup de Tunisiens de confession juive disent que juin 67, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. 67, on était déjà plus là. Vous êtes parti à quelle date? Vous êtes parti en famille? Vous êtes parti tout seul? Non, non, je suis parti faire mes études d'agronome. Et en 61, il y a eu la tragédie de Bizerte. C'est-à-dire les départs des dernières troupes françaises de la Tunisie, c'était à Bizerte. C'était Bourguiba voulait libérer la base militaire de Bizerte. Il y a eu des centaines et peut-être des milliers de morts tunisiens. Ils ont été comme ça. Sacrifiés par Bourguiba, quoi. Donc, premier bateau qui est parti de Marseille, j'étais dedans. Pour rentrer en Tunisie. Bien sûr. Première chose que je fais en arrivant à Tunis, je vais à l'UGET, l'Union des étudiants tunisiens, dont j'étais membre. Et j'ai dit, je suis volontaire pour aller à Bizerte. J'étais prêt à aller me faire tuer à Bizerte. Et je croise une bande d'amis que j'avais. Beaucoup d'entre eux étaient bizertins, d'ailleurs. Ils passent et ils me dépassent et ils me saluent pas. Il s'appelait Nourdine, le gars. J'ai dit, Nourdine, explique. Tu m'as pas vu? Il m'a dit, ne m'approche pas, je ne parle plus aux Juifs. Ça a été pour moi un traumatisme. Alors, la raison qu'il donnait, c'est qu'à Bizerte... En fait, la spécificité des Juifs de Bizerte, c'est qu'ils étaient très assimilés à la culture française. Oui, c'est ça. Ils ont eu le même sort que les Juifs en Algérie, c'est-à-dire c'est ça. Ils ont été assimilés aux colons. Et donc, il paraît qu'ils ont donné à boire à des parachutistes. Bon, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça, moi? Moi, j'étais venu me faire tuer en Tunisie. Et puis, il faut dire quand même qu'on était dans une espèce d'exil intérieur. C'est-à-dire que notre culture était française. Moi, à la maison, je parlais l'arabe. Mes grands-parents, ils ne parlaient pas un mot de français. Pas un mot. Mais vous avez fait les lycées français, c'est ça, à Tunis? Et moi, j'ai fait les études en français, entièrement. On nous orientait de ce côté-là. Hein. Si tu n'es pas musulman, tu apprends l'arabe. Si tu n'es pas musulman, tu apprends l'anglais. C'est comme ça. Le français, plutôt. En plus, moi, j'étais dans une école juive qui s'appelait l'Alliance israélite. Ah, Maltasrira. Maltasrira, khobzu sardine, comme ça il disait. Je savais que j'allais être un citoyen de deuxième zone. Tu cries pas l'arabe, on est déclassé. Je pense que c'est la langue qui nous a fait partir. Dans notre tête, la France nous a fait partir avant l'heure. Vous êtes rentré en Tunisie, vous vouliez faire la guerre de Bizerte. En 61. Je suis resté un moment, je suis même revenu. Entre-temps, j'ai rencontré ma femme. Et même on a eu un bébé. J'étais très fâché avec la Tunisie. Quand cette manifestation a déboulé sur l'avenue de Paris, là, ils sont rentrés à la synagogue, il y a eu des rouleaux. Pour nous, le rouleau de la Torah, c'est sacré. Hein, c'est comme un Coran. On parle de juin 67, où il y a eu des émeutiers qui ont incendié la synagogue. Il paraît que Bourguiba, quand il a pris ça, il s'est mis à pleurer. Oui, mais vous êtes parti avant 67. Moi, je suis parti avant. Quand est-ce que vous êtes parti? Je suis parti en 62. Et les parents, ils sont partis avec vous? Ils sont partis un peu plus tard? Non. Ils sont partis plus tard, en 64, je crois. Et ils sont partis à Paris? Oui, dans des conditions épouvantables. Alors, qu'est-ce qui les a poussés à partir aussi? Vous savez? Ce qui les a poussés à partir, c'était que les enfants n'étaient pas là. Et personne ne s'est dit, je veux partir à Jérusalem? Ah non, mon père était passionniste. Et les enfants, ils ne l'étaient pas? Vous n'avez pas fait le mouvement des scouts à Tunis à l'époque? J'ai fait tout ça, oui. Les mouvements sionistes, concrètement, à Tunis, j'en ai fait qui plusieurs. étaient très actifs. J'ai été formé même là-dedans. Je me souviens d'un d'entre eux où on faisait des séminaires grâce au scoutisme sioniste. Et en particulier l'un d'entre eux qui s'appelait la Noar Hatzioni. Et comment vous avez intégré les mouvements de scouts sionistes à Tunis? Ma mère voulait qu'on apprenne l'hébreu. Elle ne savait pas qu'elle allait au Bnei Akiva. Ça s'appelait le Bnei Akiva. Le Bnei Akiva était dans la synagogue de Tunis, la grande synagogue. Parce que cette synagogue, c'est une chose incroyable. Hein. C'est pas, il y a des salles partout, en bas, en haut, au milieu. C'est un palais, ce truc. Et on lui a dit, si vous voulez que votre fils apprenne l'hébreu, allez à la synagogue, il y a des cours d'hébreu. J'ai été pour ces cours d'hébreu. Et il se trouve que ce n'était pas des cours d'hébreu comme ça, c'était le Bnei Akiva, c'est-à-dire des sionistes religieux. On allait là-bas le samedi, on avait des activités, enfin. Parce que qu'est-ce que je faisais autrement? Et le samedi, on avait ce qu'on appelait Aronek Shabbat. Alors on chantait, machin, il y avait... C'était là que j'ai eu mes premiers amours, si on peut dire. J'avais des activités, j'avais 8-9 ans, hein, 10 ans. Oui, mais en quoi c'était un mouvement sioniste? Je ne savais pas, moi. Mais je ne savais même pas ce que c'était qu'être sioniste. C'était un peu l'air qu'on respirait. Vous savez, on avait ce qu'on appelait les shlichim. Les shlichim, c'était des envoyés d'Israël pour venir recruter des gens dans les pays arabes.
en Tunisie. Je vous parle j'avais 14-15 ans. Et donc un jour, je parle avec un chalier que j'ai rencontré par hasard. Et il est frappé, excusez-moi de vous dire, par mon intelligence et bon, que j'étais pas un jeune comme les autres. Il dit, eh ben, écoutez, il faut venir. Et il m'a recruté dans son mouvement de jeunesse qui s'appelait le Jeune Sioniste. Nous avions à Tunis, dans tous les quartiers, des locaux de plusieurs mouvements, parce que le sionisme, c'est pas un mouvement. Il y en a plusieurs. On avait par exemple le sioniste de gauche, qui s'appelait la Chomère Atsaïr. J'ai été un petit peu à la Chomère, mais pas beaucoup. Cet Anouar Hatzioni m'a beaucoup formé, m'a appris à faire des discours. On faisait du théâtre. On a fait des pièces de théâtre, on l'a joué au Colisée de Tunis. Donc il y a eu toutes ces activités culturelles, de théâtre, de chant, tout ça. Et puis je me suis détaché de tout ça vers l'âge de 17 ans. Et là, je suis devenu communiste. Et je vais essayer d'adhérer au Parti communiste tunisien. Comment c'était l'expérience là-dedans, en tant que Tunisien de confession juive? Le Parti communiste tunisien a été fondé par des juifs tunisiens. Au moment de l'indépendance, ce brave Parti communiste, soi-disant internationaliste, a décidé d'exclure tous les juifs. Pourquoi? Tunisifiés, soi-disant, arabisés, je ne sais pas quoi. Il y avait un seul juif qui était resté, qui s'appelait Marcel Marek, qui était prof de maths, et qui était au comité central. Mais tous les Valenzi, les Haddal et tout ça, exclus. Pourquoi? Par juifs. C'est ça l'antisémitisme, hein, le vrai. Pas celui aujourd'hui dont on nous bassine. Hein. Donc ça existait dans la gauche tunisienne à l'époque. Ça existait, oui. De toute façon, Bourguiba, il a massacré le mouvement communiste en Tunisie à l'époque. Hein, donc, Non, il a existé le parti. Il y avait un parti communiste. Hein. Oui, mais Bourguiba il n'y est pas allé de main morte avec eux. Hein. Non, non, ça, c'est pas les communistes. C'était les gens gauchistes qu'on appelait à l'époque les trotskistes. Le mouvement Perspective. Avec des gens qui vont devenir des ministres. Hein. Mohamed Sharfi, Smaoui. À 45 ans, vous décidez de partir à Jérusalem. En Israël. Pourquoi à Jérusalem? C'était un fantasme que j'avais. Je croyais que l'avenir du monde reposait sur Israël. Vous allez voir votre femme et vous lui dites on part à Jérusalem, on plie bagage et on part. Oui. Et les enfants, ils ont quel âge? Les enfants étaient partis avant nous. Ils sont partis à Jérusalem. Oui. Pour faire quoi? Alors. Des études ou oui, bien pour faire sûr. l'armée? Non, quelle armée? C'est pas dans nos fibres ça. Mon fils, le petit dernier, il a eu une passion qui vient de je ne sais pas où, de lui-même, hein, d'être violoniste. Mon fils aujourd'hui est un violoniste confirmé. Il joue dans les meilleurs orchestres français, hein, dans l'orchestre des talents lyriques, etc. L'orchestre des chansons. Il est parti pour des raisons professionnelles. Il a été pour des raisons pour apprendre. Mais vous savez, on ne peut pas dissocier. Nous sommes des êtres humains, on a un corps, on a peut-être deux cerveaux, mais ils sont liés l'un à l'autre. On ne peut pas distinguer. Bon, il est allé là-bas. L'autre fils a été avant aussi, parce que comme ma femme n'est pas juive, il voulait se rattacher au judaïsme. Et il a cru que la solution, c'était Israël. Et là, il a rencontré une femme, une fille, qui est depuis sa femme, et qui est la mère de mes petits-enfants. Et il va partir en Israël pour épouser Ofra. D'abord, le départ, vous savez ce qu'on appelle en psychologie le syndrome du nid vide. C'est-à-dire la maison, jusque-là, elle était animée par les enfants qui rient, avec qui on se dispute. Il y avait de la vie, quoi. Alors imaginez que du jour au lendemain, tout le monde part, parce qu'ils sont partis ensemble, les deux. Et vous décidez d'aller dans un pays en guerre. C'était pas vraiment la guerre encore. Là. Bon, il y a eu la guerre de... C'était en quelle année? Moi, c'était 85. Mais j'avais commencé mes préparatifs en 82, 83. Il y a eu l'affaire de la guerre du Liban. En 82. Le sionisme est une grande arnaque. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il raconte est faux. Le mouvement sioniste, essentiellement en Tunisie, voulait que la plupart des membres aillent au kibbutz. Hein. Alors on nous disait que le kibbutz c'est une société idéale. Le kibbutz voulait la réalisation du socialisme ou du communisme. D'ailleurs les juifs tunisiens, quand même il y a quelque chose de merveilleux chez les juifs tunisiens. Ils avaient fait une chanson là-dessus. Vous voulez que je la chante? Allez-y. قالوا لي مشي الكيبوتس تم خدمة بلا شي فلوس تم كان تعنيك وبوس شد البعبوس في الكوجينة. Alors, ça me permet de voir que dans le fantasme kibbutz, il y a un côté sexuel. Ah, il fallait trouver l'amour, les juifs C'était tunisiens, la liberté sexuelle. La liberté sexuelle. Ah ouais, quand même. Bah oui. Parce que quoi, les communistes ne sont pas conservateurs et donc on va choper des C'était meufs. oui, c'était l'amour libre. Vous savez que j'ai écrit un livre qui s'appelle
archéologie du sionisme. J'ai découvert des aspects du sionisme que j'ignorais totalement. Par exemple, le kibbutz. Quand le kibbutz a été créé dans l'année 1915, par là, à Degania, ils ont fait les statuts du kibbutz. Dans le kibbutz, un arabe ne pouvait pas entrer dans le kibbutz. Un juif arabe ne pouvait pas entrer dans le kibbutz. Parce que c'était des ashkénazes entre eux. Si ce n'est pas du racisme, ça. Quand je vois comment vous traitez les juifs dans ce pays, je ne veux même pas imaginer comment vous traitez les Palestiniens. Et en quoi vous avez pensé que c'était une arnaque un peu plus tard dans la vie? Alors c'est l'arnaque. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai découvert une chose qui m'a surpris, dans lequel, quand il y avait un groupe de gens qu'on appelle les gens de Hadera, ont créé le premier kibbutz avec 15 personnes, hein, c'était ça. Ils ont été prendre un terrain qui va devenir le kibbutz de Degania, qui est le premier kibbutz qui s'appelait même pas encore kibbutz, s'appelait Gvutsa. Mais bon, c'est des détails que seul un expert comme moi connaît. plus personne ne se rappelle de ça peut-être. Ils avaient créé des statuts des kibbutzim. Dans ces statuts, ils disaient la chose suivante. C'est réservé à des juifs ashkénazes. Non, c'est pas pour vous, vous n'avez pas le niveau. Vous êtes un peu inférieur, vous ne vous rendez pas compte que... Hein, pour eux, un juif, c'est un Européen. Le mouvement sioniste est un mouvement colonial européen. Ils ont créé une autre structure qu'on appelle le Moshav. C'est bon pour les gens un peu sous-développés, quoi. Le sionisme n'est pas la nostalgie des juifs religieux pour Jérusalem. Non. Alors c'est quoi? Le sionisme est une idéologie qui a été fondée par un mec qui n'avait rien à voir avec le judaïsme. Théodore Herzl. Qui s'appelait Herzl. Et il n'était pas le seul. Il avait son copain Nordau, ce grand prophète de la dégénérescence, pour qui les juifs étaient des dégénérés. C'était des antisémites, ces gens-là. Pour lui, les juifs étaient des dégénérés et le sionisme était une entreprise pour régénérer les juifs. Donc on peut être juif et antisémite? Ben, la preuve. Enfin, je pense que, en tout cas, anti-judaïque. Il ne faut peut-être pas mélanger tout ça. Et donc, ils vont créer une idéologie qui va exclure toute référence à l'histoire juive. Je parle de l'histoire juive médiévale, qui est une très belle histoire d'héroïsme, de foi, de fidélité, avec des gens, des noms extraordinaires, comme Maïmonide, comme Yehuda Lévi, comme Mendelssohn, etc. Tout ça à la poubelle. Nous allons, donc depuis la révolte de Bar Kokhba au 1er siècle, jusqu'au congrès de Bâle, un blanc. Avant Herzl, il y avait ce qu'on appelait le sionisme spirituel, notamment avec Ahad Am. Non, il n'y avait pas. Avant Herzl, il n'y avait pas. Le Ouais, mouvement national juif va commencer au 19e siècle. Le premier qui a fait quelque chose, qui a écrit des textes sur lui, il s'appelait Moses Hess. Le principal mouvement qu'il y a eu avant a été créé par un certain Léon Pinsker, qui a vécu ces horreurs des pogroms qui ont eu lieu en Ukraine et en Russie à la suite de l'assassinat d'Alexandre II. Et il va écrire un livre qui s'appelle Auto-émancipation. Et ils vont créer un mouvement qui s'appelle les Amants de Sion. C'est pas le sionisme encore. Mais vous le qualifierez comment alors? C'était quoi? Le sionisme, c'est quoi cette envie en fait de créer un foyer juif? Pour M. Léon Pinsker, devant les horreurs et les massacres par dizaines de milliers, il y a eu d'autres solutions. Par exemple, il y avait le baron Hirsch. Il avait créé un mouvement d'immigration vers l'Argentine. Donc il y a des gens qui vous disent aujourd'hui que le sionisme, c'est un mouvement de libération nationale parce que justement c'est la solution qu'a trouvée Herzl à l'époque pour sauver les juifs d'Europe de c'est complètement faux. De cet antisémitisme latent. C'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est des menteurs. Parce que quand Herzl rencontre par exemple le baron Hirsch, il voulait aussi sauver les juifs, les envoyer il a essayé de les envoyer aux USA, au Texas, ou je ne sais pas où, en Californie. Quand il a vu que c'était un peu difficile, il s'est orienté vers l'Argentine. Pour Herzl, il voulait se débarrasser l'Europe de ces juifs qui embêtaient l'Europe, avec l'aide des chrétiens, dont Balfour était un chrétien sioniste, mais ces chrétiens sionistes, ils voulaient se débarrasser. C'était des antisémites. Ils ne pouvaient pas supporter les juifs, comme aujourd'hui on ne peut pas supporter les arabes. Là-bas, ils ne pouvaient pas supporter les juifs. Et il était question de nettoyer l'Europe. Avant Hitler, ils avaient trouvé la solution finale, débarrasser l'Europe de ces juifs.
Alors, il y a des personnes qui vous disent, c'est ce qui s'est passé pour les juifs d'origine maghrébine, d'origine arabe. Il y a deux petits pays comme le nôtre, d'ailleurs comme la Tunisie, où on est passé de 105 000 Tunisiens de confession juive à moins de 2000 personnes. Au Maroc, il y a encore une petite minorité. En Iran, il y a encore une petite minorité de 8000 personnes. Oui, c'est dans la constitution iranienne. Oui, alors, est-ce qu'il y a eu un nettoyage ethnique des juifs d'origine arabe et maghrébine? Je peux vous poser une question? Oui, dites-moi. Vous êtes tunisienne? Oui. Alors restons en Tunisie. À ce qui paraît, la Tunisie, c'est une exception? Oui. De toute façon, la Tunisie est une exception sur bien des aspects. Est-ce qu'on nous a mis dehors? Non. On est parti de nous-mêmes. Hein. La France est passée par là. Le décret Crémieux, qui a été édicté en Algérie, on a fait des Juifs algériens des Français. D'accord? S'ils avaient fait la même chose pour les musulmans, il n'y aurait pas eu d'Algérie aujourd'hui indépendante. C'est ce que disait mon ami Béchir Ben Ahmed. Georges Bensoussan, qui est historien. Ah, Georges Bensoussan, c'est un menteur. Pourquoi c'est un menteur? C'est un historien qui est reconnu partout dans le monde. Oui, il est reconnu parce que beaucoup de choses sont reconnues. Netanyahou aussi est reconnu comme étant... Bon. Pourquoi vous dites que c'est un menteur? J'ai des livres de lui. Moi aussi. Ça fait 900 pages, hein. Oui, 900 pages de documentation, de bibliographie, bon. bien documenté. Il y a trois façons de mentir. Déformer la vérité, la cacher ou faire des références. Georges Bensoussan dit que les Arabes ont nettoyé ethniquement les Juifs. Leurs Juifs. Ils les ont expulsés. Ils n'en veulent pas. Une fois de plus, ment. Pourquoi? Non, restons dans son cher Maroc, d'accord? D'abord, dans ce livre, il ne parle pas des Juifs de Tunisie, il ne parle pas des Juifs de Turquie, il ne parle pas des Juifs du Yémen. C'est lui qui me l'a dit. Je lui ai dit, alors, votre livre d'histoire des Juifs des pays arabes, elle est drôlement bizarrement arrangée. Bon, lisez la dernière page. C'est pas très long, une dernière page. Il parle de sa mère. Sa mère est à Belleville. Elle regarde par la fenêtre et elle pleure. Pourquoi tu pleures, Madame Bensoussan? Parce qu'elle a quitté le Maroc. Excusez-moi, mais quand on a quitté l'enfer, on est content. On ne pleure pas. Monsieur Bensoussan a été pris la main dans le sac. Monsieur Bensoussan fait une carrière. Il sait que le vent souffle de ce côté-là. L'avantage d'être vieux, c'est qu'on n'a plus de carrière à faire. Ma carrière, elle est derrière moi. Tous ces gens-là m'écœurent. Ils passent pour des autorités alors qu'ils n'en sont pas. Donc selon vous, les Juifs du Maroc n'ont pas été virés du Maroc? Non. Les Juifs tunisiens n'ont pas été virés de la Tunisie? Est-ce que ma famille a été expulsée de Tunisie? Non. On est parti parce que dans notre tête, on était français quand même quelque part. On était divisés, hein, on était coupés. Affectivement, on était tunisiens. Mon père, quand il a quitté la Tunisie, ma mère aussi d'ailleurs, et je regrette beaucoup quelque chose de ce sujet, elle me disait tout le temps, Yaouldi, Yaouldi, emmène-moi en Tunisie, jusqu'à son dernier jour. Et mon remords, c'est de n'avoir pas emmené en Tunisie, alors que je venais souvent ici. Gérard Haddad, pourquoi est-ce que les Juifs d'origine tunisienne que j'ai rencontrés moi personnellement à Paris, souvent avaient une colère? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut pas dire qu'on est passé de 105 000 personnes à moins de 2000 personnes en un clin d'œil parce que tout le monde voulait partir avec la France. Ils sont partis un peu plus tard, ils sont partis un peu plus tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Que le Had khalaftou. On va pas psychanalyser ces gens-là un par un. Alors pourquoi la colère? Moi-même, moi j'aime bien Freud quand il écrit la psychanalyse, il part de lui-même, de ses rêves à lui. Moi, pendant des années, je voulais pas aller en Tunisie. J'avais un rejet. Puis, quand je suis revenu dans les années 94, invité pour un colloque de psy, et quand j'ai retrouvé la Tunisie, j'ai pleuré. Est-ce qu'il y a en moi une colère contre la Tunisie? Vous la sentez, vous? Mais les gens m'aiment ici. Oui, vous avez fait 12 ans de psychanalyse avec Lacan, donc peut-être que la colère, non, peut-être que Lacan a été efficace. Même parce que je suis sympa. Ils savent que je suis des leurs. Et ils savent que je suis des leurs. Non, mais cette histoire de colère, justement, peut-être vous ne l'avez plus. Je ne l'ai plus du tout. Moi. Grâce à la psychanalyse. Grâce aux Tunisiens. La Tunisie a été pour moi quelque chose de réparateur de beaucoup de blessures que j'ai pu avoir comme chacun dans ma vie. Je vois comment, quand je suis avec mes amis tunisiens, toutes ces notions juives, pas juives, machin, disparaissent. Disparaissent. Je suis avec des êtres humains. Et c'est tout. Et puis après que le vendredi, vous alliez à la mosquée, que moi, le samedi, si je peux, je vais à la synagogue, c'est une autre affaire. Que j'aime pas le couscous carnet et que vous adorez ça, c'est secondaire.
nous nous respectons et nous nous apprécions dans nos qualités réciproques et dans l'apport que chacun de nous fait à cette œuvre commune qu'on appelle la grande famille humaine. Vous partez à Jérusalem, vous y passez 3 ans. Mais difficile. Et vous faites la navette entre Jérusalem et Beersheba dans l'hôpital où vous travaillez. Ça vous prend combien de temps sur la route, en voiture? Avant l'intifada et après l'intifada, c'était pas pareil. Et j'ai vécu l'intifada au milieu de mon séjour là-bas. La première intifada, celle des pierres. Alors au départ, quand il n'y avait pas l'intifada, on allait de Jérusalem, on passait par Bethléem, on s'arrêtait là-bas d'ailleurs, on achetait des fruits, etc. Hébron, et voilà, ça nous prenait environ 1 heure. Le 7 octobre, est-ce que vous comprenez pourquoi l'armée israélienne a pris 6 à 12 heures pour intervenir? C'est une question que beaucoup de gens se posent. On a voulu accuser les services secrets israéliens, les Shin Bet, et le patron du Shin Bet s'est défendu avec courage, à tel point Netanyahou voulait le liquider de son poste de Shin Bet. Parce que monsieur, il s'appelle Bar. Monsieur Bar veut une enquête, non pas internationale, israélienne. Il y a quand même encore quelques gens propres. Et le parti, le Likoud, le parti de Netanyahou, toute sa clique, refuse l'enquête. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'était pas, je ne vais pas faire du complotisme, est-ce qu'ils n'attendaient pas ça pour trouver une raison pour faire ce qu'ils ont fait par la suite? C'est une hypothèse qu'on ne peut pas éliminer. Hein. Est-ce que parmi les morts israéliens, les fameux 1200, là, combien ont été tués par l'armée israélienne sous la rubrique directive d'Hannibal? Pourquoi ils ont pris Hannibal? Ils auraient dû nous demander des droits d'auteur, je trouve. Vous qualifiez le sionisme dans votre dernier livre, Éloge de la trahison, une forclusion psychotique. Qu'est-ce que ça veut dire? La forclusion, c'est une doctrine de Lacan qui consiste dans la création, si vous voulez, de la réalité psychique, au départ, si vous voulez, au départ structural, d'éliminer la pièce maîtresse, ce qu'il appelle le signifiant maître. Le signifiant essentiel, c'est le judaïsme, c'est-à-dire notre Torah, c'est-à-dire notre religion avec ses valeurs de respect de l'étranger, d'amour du prochain, tout ça, les 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, etc., tu ne voleras point. Tout ça, c'est fini, c'est des superstitions, il faut les éliminer. C'est ça la forclusion. On a rejeté le judaïsme, on a créé une boîte vide. Alors les parois de cette boîte, c'est la violence. D'emblée, Arafat a fait un très beau discours à l'ONU, au moment où il a parlé à l'ONU, il a dit « Si les Juifs qui étaient persécutés en Russie, etc., étaient venus en Palestine, on aurait dit « Marhaba bikum », on a accueilli d'autres persécutés avant vous. Au lieu de ça, vous êtes arrivés avec des violents, nous excluant, nous considérant comme n'existant pas. Et quand une boîte elle est vide, quand on dit la nature a rendu vide, ce vide va aspirer des courants religieux de mauvais aloi, kabbalistiques. Moi, j'ai grandi avec Leibovitz, il détestait la Kabbale. Il m'a dit que c'est du paganisme. La forclusion. Alors, vous accusez le sionisme d'être une psychose. Oui, non, la forclusion, c'est pas la psychose encore. C'est les conséquences qui vont créer la psychose. Quand il y a eu ce qui s'est passé après le 7 octobre, j'ai tout de suite compris qu'on était devant une explosion de folie. Et j'ai voulu comprendre d'où elle vient. Et je l'ai trouvée. C'est où? D'où mon livre. Elle vient d'où? C'est ce que je viens de vous dire. Le sionisme, c'est-à-dire la doctrine de M. Herzl et sa clique, repose sur le rejet, la forclusion du judaïsme. Donc, psychose à venir. Et nous y sommes. Et vous arrivez à parler à des gens qui sont aujourd'hui en train parfois de justifier ce qui se passe à Gaza? Vous croyez qu'ils vont m'écouter? Moi, quelqu'un de ma famille de très proche m'a dit « Tu as sombré dans je sais pas, dans la... » Enfin, des insultes. Pour vous, comment vous qualifiez votre situation aujourd'hui? Ma situation aujourd'hui, je l'ai écrite dans ma préface au livre là, sur l'éloge de la trahison. Moi, je parle en tant que juif. J'ai grandi là-dedans. Je connais mes valeurs. Leibovitz me les a rappelées. On ne fait pas ça. Tu ne feras pas ça.
C'est ton prochain, l'autre. Nous sommes la même. Qu'est-ce que nous dit le judaïsme? D'emblée, page 2 de la Bible. Toute l'humanité, elle descend d'un couple, un seul. Il n'y a pas eu des supérieurs, des inférieurs. Adam et Ève. C'est des gens un peu bizarres entre nous, soit dit, ils mangent des pommes, je sais pas quoi. Nous sommes tous des enfants d'Adam et Ève. Si vous détruisez la grande famille humaine, vous êtes nazis. C'est quoi les nazis? C'est considéré qu'il n'y a pas de famille humaine. D'ailleurs, c'est le grand livre de Robert Antelme qui s'appelle L'espèce humaine. Le totalitarisme, c'est la volonté de détruire la grande famille humaine. Le Palestinien, c'est un être humain comme moi. Et moi, je me sens palestinien aujourd'hui. J'ai lancé hier à ma conférence, nous sommes tous palestiniens. Dira Haddad, qu'est-ce que ça veut dire les Hafta, les Re'acha Kamocha en hébreu? Les Hafta Re'acha Kamocha, ça veut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans le Lévitique. Et même dans le Lévitique, il y a un autre truc. Hein. Il dit, s'il y a un étranger qui habite à côté de toi, tu ne lui feras jamais un mal de rien du tout. Tu l'aideras et tu l'aimeras comme toi-même, car toi-même, c'est ça qui est beau dans le judaïsme quand même. N'oublie pas ce que tu es, n'oublie pas d'où tu viens, hein, toi. Parce que les gens, oh, vous savez, mon père, il était, je suis, mes origines. Eh bien, tes origines, tu étais un petit esclave en Égypte. N'oublie pas ça. Est-ce que le sionisme est en rupture avec ça? Ah, bien sûr. Le sionisme est en rupture avec le judaïsme, selon vous? Oui. Alors, nous sommes un petit groupe de juifs français. Nous avons créé, c'est créé, c'est pas moi, j'y suis pour rien, mais j'ai adhéré. Il y a des groupes qui s'appellent le JFP, il s'appelle Tzedek. Nous faisons les fêtes juives, nous allons prier, mais nous sommes antisionistes. Et je pense que ce petit noyau va reconstruire un nouveau judaïsme. Votre sionisme, au départ, comment il a évolué vers un anti-sionisme? J'ai compris parce que dans le processus de ce qu'on appelle la Aliyah, que j'ai fait, j'en ai fait un livre. Moi, je fais toujours des livres. Il y en a même fait un... L'Aliyah, ça veut dire l'ascension vers Israël. C'était l'immigration. La montée, oui. Oui, parce que les gens, ils faisaient... Jérusalem est en hauteur. Le processus qui m'a amené à cette immigration, processus concret, hein, les papiers, les machins, les diplômes et tout, ça a été l'horreur. On m'a emmerdé, on m'a posé des problèmes, on m'a escroqué même financièrement. Déjà d'emblée, j'ai commencé à comprendre ma douleur, que ce pays idéal, cette espèce de Éden, l'Éden, n'est-ce pas, de la Bible, le paradis, Jeanne, comme on dit en arabe, hein. Les premiers coups ont été dès les premiers jours. Un dernier petit mot sur un personnage que vous aimez beaucoup, que vous avez rencontré à 3 reprises à Jérusalem, qui s'appelle Leibovitz. Ishayahu, qui veut dire Isaïe. Il y a des êtres humains qui ne sont pas comme les autres. Freud n'était pas comme les autres, Einstein n'est pas comme les autres. Et Leibovitz. Et Leibovitz aussi. C'était une encyclopédie sur 2 jambes. Il parlait 19 langues. Il connaissait tout. La physique quantique, la médecine. C'est un chimiste. Tout, la philosophie de A à Z, tout. Et il a fait la guerre de 48. Il a fait la guerre de 48. À la Ghana. Où il était colonel. Il était sioniste. Il était religieux. Très religieux, orthodoxe. Orthodoxe. Et en 1967, après la guerre, entre parenthèses, des 6 jours, le 7e jour, il prend la parole publiquement et qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, cette victoire militaire est la plus grande catastrophe de notre histoire depuis Auschwitz. Alors que c'était une victoire militaire qui a été applaudie. En fait, Israël a gagné un grand allié qui s'appelle les États-Unis. C'est après cette guerre des 6 jours. Et vrai. Donc, pourquoi lui, de l'intérieur, il a dit non? Il a compris ce jour-là qu'il s'était trompé, que le sioniste n'est pas ce qu'il croyait, que c'était une entreprise coloniale, et que le peuple palestinien, il a le droit lui aussi à une terre, à une dignité d'être humain, à un passeport, à la liberté de circuler. Alors, il va plus loin, il utilise un terme qui fâche beaucoup de monde aujourd'hui, il dit judéo-nazi. Non, il a été plus modéré au début, hein. Il appelait judéo-fascisme. Et qui va devenir... Alors là, il a fait au moment de la guerre, quand l'armée israélienne a bombardé Beyrouth. En 82. En 82, Shlom HaGalil, soi-disant, la paix en Galilée, tu parles. Et après, il va pousser plus loin, il va dire, il y a dans ce pays, Yesh po Judeo-Nazim. Il y a ici du judéo-nazisme.
Et ce terme, vous l'avez utilisé dans votre livre, en fait, Oui, parce que oui. vous écrivez Je 12 l'ai- lettres Je l'ai à cité. Leibovitz. Je l'ai cité. Et j'ai pas truché, hein. Et vous l'adoptez, ce Bien sûr. terme-là? Oui, en ce moment, Judéo-nazi? oui. Comment voulez-vous? On est en train d'exterminer une population? C'est pas du nazisme, ça? Il y a quelqu'un qui a dit que les Gazaouis ne sont pas des êtres humains. C'est du nazisme, hein. Quand Leibovitz a dit... Vous savez, vous ne vous rendez pas compte qui était Leibovitz. Il faut l'avoir connu. Il faut l'avoir lu comme moi, pas mal, puisque j'ai traduit 7 livres. C'était un Himalaya. À l'université, le nombre d'étudiants qui sont passés par ses mains... Mais il y a une grande Pendant contradiction son- dans ce parcours de Leibovitz, parce que Leibovitz, jusqu'en 67, Hmm. il est sioniste et... Oui, mais il était déjà très critique, hein. Il avait déjà émis avant 67. Mais qu'est-ce que... Oui, mais c'est comme si en fait il niait réellement la Nakba. Quelle était la il passion, la niait passion. l'aspect Oui, profondément oui, ça, colonial c'est dès le vrai. départ d'Israël, Oui, en fait. C'était pas caché à l'époque. Je vais vous dire, la passion de Leibovitz, c'était le judaïsme. Et Et il avait le sentiment que le judaïsme, le vrai judaïsme, si je puis dire, tel que Maïmonide l'a incarné, était en pleine crise, était en déconfiture. donc il fallait déloger des Palestiniens. Et, Non, pas déloger. Il fallait créer ce qu'il appelait une scène, si vous voulez, un enclos, cet État qu'il voulait créer, dans lequel le judaïsme pourrait être régénéré. On pouvait redonner, ce qu'il appelait une révolution culturelle. Ça a été un échec total. Il a compris à ce moment-là. Et il m'a dit à moi, et je l'ai mis dans le livre, Lo yahzik Mahamad. Ça ne peut pas durer, cette situation. Ça ne va pas durer. Mais un homme aussi intelligent que Leibovitz, pourquoi il a pris autant de temps pour réaliser qu'au départ, c'était problématique? Qu'est-ce que vous voulez? Nobody is perfect. Freud aussi a fait des erreurs. Vous lui pardonnez? Je l'aime trop. On pardonne toujours à ceux qu'on aime. Vous vous pardonnez à vous? Il m'a rien fait à moi. Ce côté-là, c'est pas lui qui m'a rendu Non, sioniste. vous pardonnez vous? À quoi? D'avoir été sioniste? Mais je me pardonne, ça veut dire quoi? J'ai été un naïf, je me suis trompé. Le problème d'un homme, c'est pas de se tromper, c'est de ne pas corriger ses erreurs. Quand vous apercevez que tout le monde peut se tromper, mais il faut à un moment donné, quand l'erreur est devant vos yeux, que vous en prenez conscience, que vous ayez le courage de dire « je me suis trompé ». Nous avons pour ça une fête chaque année qui s'appelle le Yom Kippour. Hatati, j'ai péché, je me suis trompé. Je suis un être humain de chair et de sang, et donc un être humain de chair et de sang, il lui arrive très souvent de se tromper. Gérard Haddad, dernière question. Est-ce que ça fait sens de parler de la paix aujourd'hui? La paix, dans le judaïsme, c'est le nom de Dieu. Émet. S'il n'y a pas d'espoir de paix, il n'y a qu'à tous nous suicider. C'est d'ailleurs ce que nous faisons, hein. Alors ne pas croire en la paix, je regrette, moi, à mon âge, je ne sais pas si je la verrai. Mais on est mal barré, on est très très mal barré. Est-ce que c'est naïf de penser à la paix aujourd'hui? Je pense au cessez-le-feu, je pense... À la justice peut-être? Je suis angoissé par le fait que des gens meurent de faim aujourd'hui. Déjà, je serais tellement soulagé que des camions de nourriture entrent à Gaza. C'est mon but dans ma vie aujourd'hui. Step by step, comme on dit. La paix. Elle viendra sans doute. On a beaucoup parlé de judaïsme aujourd'hui. C'est très important le judaïsme dans l'histoire humaine. On a abordé beaucoup de prières d'ailleurs. Il y en a une qui s'appelle Osé Shalom. Osé Shalom Bimromav. Toi qui sais faire la paix dans le ciel, c'est-à-dire dans les astres. Parce que les astres, elles ne se cognent pas entre elles, encore que... On finit sur ça? On prie ensemble pour la paix? Osé Shalom Bimromav, Yaaseh Shalom Aleinu et al Kol Bnei Adam. Toi qui sais faire la paix dans les astres, essaie de nous aider, parce que c'est à nous de la faire. Hein. Ce n'est pas à lui de la faire. Il n'est pas notre serviteur, c'est nous qui le servons. C'est la position des Leibovitziennes. Aide-nous quand même un peu. Vimro, Vimro, Amen. À ce que les yeux des gens s'ouvrent. Qu'un gosse palestinien, c'est un gosse. C'est tout. Fasse qu'il ait de quoi manger, fasse qu'on puisse le soigner. Ce n'est pas des animaux, c'est nos frères. Voilà, on arrête là-dessus. Gérard Haddad. Merci. Merci Sarah qui avait un si joli nom biblique.